Bonsoir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. 21 blessés, dont 4 en état d'urgence absolue, bref, des scènes de guerre, pour citer Lohan Torondel de l'association L'Auberge des Migrants. Un point de non-retour avec des bandes armées, pour citer Gilles Debove du syndicat Unité SGPF aux polices. Et seul contre tous, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, migrants à Calais, ça suffit. Oui, ça suffit. Parce que ça fait 20 ans que le feuilleton des migrants sur la côte d'Opale dure entre Sangatte, Grande-Synthe ou Calais et que personne, par manque de courage, ne trouve de solution. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, migrants à Calais, ça suffit. Car la population du Calaisis n'en peut plus et on la comprend. Voudriez-vous vivre dans une ville remplie de clandestins où règne l'insécurité, où certaines parties de la ville sont devenues des taudis? Bien sûr que non. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, migrants à Calais, ça suffit. Car l'État a abandonné les habitants du Calaisis, qui est devenu une gigantesque zone de non-droit où on se tire à l'arme à feu et où des bandes s'attaquent à coups de barre de fer. Il faut prendre le problème à bras-le-corps, C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, migrants à Calais, ça suffit. Et pour vous répondre ce soir, on est en compagnie de Samuel Thomas, président de la Fédération nationale de la Maison des Potes. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, Louis Viter, photojournaliste. Vous avez couvert la route des migrants, notamment entre l'Autriche et l'Allemagne, que je ne dise pas de bêtises, et la jungle de Calais, de son installation jusqu'à son démantèlement. Et encore aujourd'hui, vous avez fait de nombreux photoreportages sur place. Vous allez nous raconter la réalité de la situation là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez bien sûr intervenir, poser vos questions à nos invités, témoigner. 0826 300 300, 5 centimes seulement l'appel, je vous le rappelle. C'est bien de le rappeler. C'est important de le rappeler. Et pour parler vrai avec nous, d'autres moyens existent. Twitter, Facebook, n'hésitez pas, vous votez également sur nos réseaux sociaux, @Sud Radio. Pour l'instant, vous êtes une large majorité d'auditrices et d'auditeurs à être d'accord avec Philippe David, à 93% pour le moment. Alors, vous avez entendu mon intro. On va commencer avec vous, Louis Viter. C'est votre première dans Seul contre tous. Et quand vous voyez la situation dans le Calaisis, même une association comme l'Auberge des Migrants, qui est une association pro-migrants, on les a déjà reçus, parle de scène de guerre. De scène de guerre. C'est-à-dire qu'on est en guerre du côté de Calais. C'est possible, vu qu'aujourd'hui ça a tiré à l'arme à feu, hier. Après, c'est une situation qu'il faut remettre dans un contexte, je pense, et le contexte est extrêmement difficile à Calais, que ce soit du côté des habitants, que ce soit du côté des migrants qui sont sur place et qui veulent passer en Angleterre, et que ce soit aussi parfois, souvent, du côté des forces de l'ordre. Si aujourd'hui il y a un abandon un peu de la part des pouvoirs publics, surtout sur cette situation, elle est à remettre justement dans ce contexte-là, que ça fait des années que rien n'est fait. Samuel Thomas, vous êtes président de la Fédération nationale de la Maison des Potes. Vous avez entendu, j'ai cité Lohan Torondel, c'est l'association L'Auberge des Migrants, que vous devez connaître, qu'on a eu régulièrement ici dans Seul contre tous ou dans d'autres émissions sur Sud Radio. Il a parlé, je cite, de scène de guerre. C'est quand même fort, c'est la guerre à Calais maintenant, comme on gère plus l'immigration. En fait, c'est préoccupant de voir qu'il y a des gens qui ont fui la guerre en Afghanistan ou qui ont fui la guerre au Soudan et qui se retrouvent dans des situations où ils souffrent de violences en France. Ce qui est préoccupant, parce que vous le posez d'une certaine façon, mais c'est qu'il y a plus de policiers qu'il n'y a de migrants sur place. Et pourtant, c'est possible. Pourquoi ? Parce que les policiers ne sont pas sur place pour protéger les migrants, ils sont plus sur place pour les persécuter. Et donc, comme ils ne sont pas sur place pour les protéger, ils n'en ont rien à foutre qu'ils se tuent entre eux. Et ça, c'est vraiment une responsabilité de l'État français. La Maison des Potes, on a été en Hongrie voir comment, à la frontière de la Serbie, on traitait mal les migrants, comment ils étaient persécutés. Et on dénonce aux autorités européennes sur l'atteinte aux droits de l'homme, parce que les policiers hongrois empêchent les migrants d'entrer en Hongrie, et quand ils les attrapent, ils les déshabillent, ils les mettent tout nus dans la neige et dans le froid pour qu'ils souffrent, et ils leur balancent les chiens. Mais finalement, la manière avec laquelle la police française commet des saccages contre les camps des migrants là-bas, le nombre de vols que la police commet contre les migrants en volant leur... La police ne les vole pas. La police a confisqué les effets personnels des gens, c'est dénoncé par le rapport de l'IGPN d'octobre 2017, qui dit: l'accumulation de témoignages écrits et oraux contribue à considérer qu'il y a plusieurs manquements à la doctrine de l'emploi de la force et de la déontologie policière, principalement à Calais, en dénonçant le gazage et la confiscation des biens et les entraides à l'aide humanitaire. Et donc c'est dans ces conditions que ça nous interpelle de voir comment est-ce que on maltraite des demandeurs d'asile qui
quand ils demandent l'asile, l'obtiennent à 90%. Donc ils sont considérés comme légitimes dans leur demande d'asile. Ils doivent donc bénéficier des meilleures conditions d'accueil dans un pays qui a respecté normalement la Convention de Genève. Or, ça n'est pas le cas. Au lieu de traiter correctement des demandeurs d'asile qui sont légitimes à avoir l'asile, on les maltraite, on les pourchasse, on les persécute. On n'a qu'un seul objectif à Calais, qu'ils ne s'installent pas par tout moyen, alors que la commune d'à côté a mis à disposition, la commune de Dunkerque et de Grande-Synthe a mis à disposition 2 gymnases, une salle de sport d'un collège. Calais, ils ont mis un gymnase, etc. À C'est la Calais, maire, c'est Natacha Bouchard qui l'a dit. c'est pas vrai. À Calais, la mairie ne fait rien pour les ressortissants afghans ou érythréens. Au contraire, elle persécute ces gens-là. Et c'est dans les communes d'à côté qu'on a bien voulu continuer d'essayer de les accueillir. Et il faut bien se rendre compte que il ne faut pas croire qu'on a le droit de persécuter des gens sous prétexte que ça fait pas beau dans le décor. On n'a pas le droit de persécuter les gens sous prétexte que c'est pas joli de voir une tente. On n'a pas le droit de persécuter les gens sous prétexte qu'on aimerait bien qu'ils soient ailleurs. On a une obligation d'accueil. Et on n'a pas le droit de persécuter des gens sous prétexte qu'ils sont clandestins. Quand vous voyez que la police les chasse de leur tente pour après leur voler leur tente et leurs affaires, et leur voler leur duvet, et leur voler leurs affaires, mais vous vous rendez pas compte, on est dans un pays des droits de l'homme qui bafoue les droits de l'homme d'une manière incroyable. Et ce comportement de la police n'est pas un comportement d'individu isolé qui se comporterait mal parce que personnellement il serait taré. C'est des comportements collectifs des policiers qui sont en cause. Et donc ça veut dire qu'il y a des ordres. Personnellement, on va faire réagir également Louis Viter. Je suis quand même pas convaincu que la police française, elle vole les migrants. Hein. Pour l'avoir photographié plusieurs fois à Paris comme à Calais. Alors c'est la police, ils ont des ordres, on leur dit vous démantelez les tentes, etc. Et là c'est pas du vol, ils démantèlent. Il y a de nombreuses associations qui indiquent également des lacérations de tentes pour qu'elles ne soient pas réutilisées, par exemple. Alors, si vous installez une tente de camping n'importe où, la police va vous l'enlever aussi. Hein. Si vous mettez une tente sur le pour essayer de l'installer, moi, je pense que la police dernières nouvelles, j'ai un toit au-dessus de ma tête, donc il n'y a pas de problème pour moi de ce mais côté-là. Pour les migrants, c'est plus compliqué. Un SDF qui met une tente quelque part, on le dégagera aussi. Hein, on le dégagera, mais on ne lui saisira pas forcément ses effets personnels. À Paris, à La Chapelle, l'année dernière, des réfugiés un beau matin se sont fait dégager par la police et leurs effets ont été mis dans une benne et ont disparu. Et je me souviens d'un Érythréen qui revenait dans sa tente pour chercher son dossier de demande d'asile qui était à l'intérieur de sa tente et qui n'a même pas pu récupérer. Donc c'est des choses qui arrivent, dont des journalistes témoignent. Je pense notamment à un caméraman qui filme assez souvent ce qui se passe à Paris, qui s'appelle Gaspard Glantz, qui a filmé aussi beaucoup ce qui se passe à Calais, et qui, cette dernière semaine, à Paris, a montré ces actions de la police. On voit un policier, par exemple, mettre elle répond aux ordres. Et justement, c'est bien ça le problème. Si les ordres, c'est de saccager, de porter atteinte aux droits de l'homme, il faut convoquer devant la justice. Ces cas-là, il ne faut pas accuser la police. Il faut dire que la police, elle applique la politique convoquer devant la justice et s'il m'entend qu'il m'attaque, le procureur de la République, qui a l'autorité sur les policiers, le convoquer, lui, devant la justice pour ce qu'il fait faire aux policiers, le préfet pour ce qu'il fait faire aux policiers, ces personnes qui donnent les ordres aux policiers de commettre des exactions, des atteintes aux droits de l'homme, qu'ils soient procureurs de la République ou préfet, ils sont des justiciables et ils doivent rendre des comptes. Et si après ils disent qu'ils ont reçu des ordres du ministère, ça veut dire du cabinet du ministre, ça sera le cabinet du ministre qui devra rendre des comptes. On n'est qu'un pays droit de l'homme, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, mais on ne peut pas non plus installer des tentes n'importe où. On n'a pas le droit de persécuter des gens. On a le droit, s'il vous plaît, gentiment, de leur demander est-ce que vous voulez bien démonter votre tente parce que vous n'avez pas le droit de vous installer ici, gentiment, avec le respect, sans la violence. Et s'ils veulent pas ? S'ils ne le veulent pas, on demande à ce moment-là à ce que y ait des secours qui viennent entre guillemets humanitaires pour faire la négociation avec eux, mais en aucun cas on utilise la violence, en aucun cas. Mais quand il y a des violences, parce que hier c'était quand même de la violence par arme à feu, il y a quand même 21 blessés, dont 4 en urgence absolue. La jungle de Calais, ils sont pas tous très sympathiques, les gens qui sont dedans, parce qu'il y en a qui ont des armes à feu et qui tirent à vue sur d'autres personnes. Il faut peut-être resituer les choses dans le contexte. Louis Viter, vous allez nous expliquer comment ça se passe sur place. Samuel Thomas nous disait qu'il y avait plusieurs nationalités, érythréens, là, c'est des Afghans qui ont tiré sur des Érythréens. Et visiblement, c'est très compliqué déjà aussi entre tous ces peuples qui évoluent sur la jungle de Calais. Je pense que de base, l'ex-jungle, elle a été démontelée. Elle a été démantelée, oui, sur la zone l'année dernière, mais sur la zone, dans le Calaisis. Je pense que quand il y a cette telle précarité, oui, il peut y avoir des tensions confessionnelles, il peut y avoir des tensions avec la promiscuité, avec justement le harcèlement policier, avec les passeurs, car c'est aussi un problème dont il faut parler, mais personnellement, je ne m'y connais pas assez là-dedans. Mais par exemple, pour revenir sur ces armes à feu,
L'année dernière, en 2016, le 16 octobre, la première arme à feu qui a été vue à Calais, c'était dans la main d'un militant d'extrême droite qui, lors d'une manifestation de réfugiés qui passait devant chez lui, a sorti un fusil de chasse et a pointé des réfugiés au fusil de chasse. Et il ne me semble pas que ça avait fait un tollé pareil, même si il n'avait pas tiré. Il n'avait pas tiré, Oui. ça n'était pas arrivé. Il n'y avait encore. pas eu 4 blessés. Oui, mais il n'y avait Absolument. pas eu 4 blessés graves. Il n'y avait pas eu 4 blessés. Enfin, 21 blessés, donc 4 graves. Ouais, actuellement, et qui sont Mais pour attends, certains encore. dans cette affaire, donc il y a un Afghan qui est Recherché. recherché d'avoir tiré et d'avoir blessé plusieurs personnes. Mais il faut quand même aussi se poser la question, comment c'est possible, alors qu'il y a plus de policiers qu'il n'y a de migrants là-bas, que de tels comportements arrivent? Comment se comporte la police pour ne pas être en capacité de faire face à ce genre de situation? Il faut regarder, quand je parlais du fait qu'il fallait qu'il y ait des humanitaires, des éducateurs qui viennent au service des populations migrantes, au service des populations migrantes. Regardez, la commune de Dunkerque à côté, ou la commune de Grande-Synthe, donne des moyens humains, ça veut dire qu'elle salarie 5 personnes par gymnase, donc 10 personnes qui sont salariées pour s'occuper des centaines de migrants qui sont là. Mais la commune de Calais ne salarie personne pour s'en occuper. Alors, on va dire, oui, mais c'est à l'État de salarier des humanitaires. Bon, bah, il n'a qu'à donner des subventions humanitaires, peut-être. Mais les communes aussi ont une responsabilité. Elles ne peuvent pas s'en débarrasser. Et de dire, je n'aime pas cette population, qu'est-ce qu'elle fait chez moi? C'est un comportement raciste de dire cela. Une population, elle est sur votre territoire, elle est sur votre territoire. Oui, vous mais la si- traitez, oui, mais vous la si elle- oui, considérez. mais si elle est illégalement sur votre territoire, la France, c'est Qu'est-ce pas que ça open veut dire bar, tout le monde illégalement? rentre pas comme il veut. Je Bah, suis désolé, si moi je quand suis en on rentre- transit sur une commune, je ne suis pas illégalement sur la Mais- commune. Si je suis un demandeur d'asile qui a la légitimité de l'asile, ça veut dire que, vous savez, ça me fait penser à une réflexion qu'a osé me faire le procureur de Béthune. Suite à une plainte déposée par la Maison des Potes contre le maire de Hénin-Beaumont qui avait créé la charte sans migrants, ma commune sans migrants. On a dénoncé le fait qu'il stigmatisait la population des migrants musulmans, etc. et qu'il refusait d'accueillir sur sa ville des migrants que le gouvernement décidait de répartir, qui étaient les demandeurs d'asile de Calais. Et le procureur de la République de Béthune a osé m'écrire « Je ne participe pas aux querelles entre associations », d'un air de dire « Bon, bah, l'association sans migrants, elle peut bien faire la discrimination qu'elle veut, et puis c'est pas à moi de m'en mêler ». Et surtout, il a osé dire que ce sont des clandestins qui n'ont pas envie de rester en France de toute façon. Bah, ils veulent aller en Angleterre. Et ils sont des écoutez, clandestins, oui. On ne considère pas un Ah, demandeur d'asile. On attendez, ne considère quand- pas un demandeur d'asile comme étant un clandestin. On le considère comme une victime de guerre, comme une victime des si c'est drames un- qui vivent et- dans son pays. et si c'est Et un on lui f- doit la protection, et si pas la c'est un- persécution. Et si c'est un faux demandeur d'asile, c'est donc bien un clandestin. 80% des Afghans qui ont demandé l'asile l'ont obtenu. Il y a 5000 Afghans qui ont demandé l'asile l'année dernière, d'accord? Il y en a 4000 ou 5000 du Soudan qui demandent l'asile. Eux aussi, en grande proportion, ils obtiennent l'asile. Donc, ils ne sont pas du tout reconnus statistiquement comme étant des faux demandeurs d'asile. Simplement, ils n'ont pas demandé à rentrer initialement en France. Au départ, ils sont arrivés, admettons, par un autre pays d'Europe. Et donc, au lieu de considérer que ce sont des demandeurs d'asile qui sont sous la responsabilité de la France, dans le cadre des accords de Dublin, on dit vous êtes sous la responsabilité de l'Italie, de la Grèce ou d'ailleurs. Sur le Bon. pays d'entrée. Bon, et c'est un cas absurde. Et en l'occurrence, C'est un traité qu'on a signé. C'est des accords qu'on oui, a signés. mais c'est un traité qui est à remettre en question parce que, en l'occurrence, on ne peut pas demander aux pays qui sont frontaliers de la Méditerranée d'assumer à eux seuls toute la responsabilité de la délivrance des statuts de demandeurs d'asile. Mais Louis Viter, moi j'ai vu des vidéos où ils interviewent les gens du Calaisis. Ils n'en peuvent plus, les gens de Calais. Est-ce qu'on peut se mettre à leur place et se dire, comprendre qu'ils en aient marre? Alors, encore une fois, je pense que parler des gens de Calais, c'est peut-être une erreur. Je connais des Calaisiens, donc du cru, qui viennent de Calais et qui se sont investis comme personne sur la jungle, à l'époque de la jungle, qui ont parfois prêté leur maison, qui ont parfois prêté leur chambre, qui ont parfois apporté de l'aide au beau milieu de la nuit à des réfugiés qui en avaient besoin. Donc, parler des Calaisiens, encore une fois, je pense que c'est faire un peu le jeu qui voudrait que tout Calais en a marre. C'est vrai que la majorité n'en peut plus de cette situation, mais pas n'en peut plus des migrants. Il faut distinguer les deux choses. Cette situation est intolérable, c'est vrai. C'est continuer comme ça aujourd'hui où les réfugiés, dès qu'ils tentent de mettre quelques tentes, se font chasser lors des opérations anti-squat. On peut pas continuer. Peut-être que Samuel les Thomas. Calaisiens ont plus peur de la police que des migrants. Parce que, Oh, je pense pas quand même. Ah ben peut-être, parce que je suis désolé, si vous voyez quelqu'un À qui, vous entendre, la sous vos police, c'est yeux, vraiment des méchants. Hein. si vous voyez quelqu'un qui sous vos yeux lacère une tente, vous pensez pas que c'est quelqu'un qui agit pour le bien de l'humanité.
si vous voyez quelqu'un sous vos yeux qui balance des gaz lacrymogènes, parce que ce qui a été dénoncé par le rapport de la police des polices, c'est l'usage disproportionné des gaz lacrymogènes. Vous savez, ça me rappelle un comportement d'un mouvement d'extrême droite qui s'appelle Génération Identitaire, qui sur les quais de la Seine à Paris a balancé des fumigènes dans les tentes des migrants qui s'étaient installés le long de la Seine. C'est un comportement d'extrême droite de balancer des gaz lacrymogènes de cette manière-là. C'est pas à la police républicaine de faire ça. S'il y a des affrontements comme hier à coups de barre de fer, il faut bien que la police réagisse, elle va pas laisser faire. Mais là, en l'occurrence, la police, elle a laissé faire, elle compte les morts, elle compte les blessés. Elle a laissé faire. Elle n'était pas là au service des gens. On va marquer une petite pause sur Sud Radio quand même, parce que le débat est passionné et c'est normal. Jusqu'à 19h, on évoque cette situation à Calais avec Samuel Thomas et Louis Viter qui ont vu, bien sûr, et qui ont vécu la situation là-bas. Vous pouvez bien sûr intervenir, voter sur Twitter, sur Facebook. Un seul numéro pour nous joindre, 0826 300 300. Nous parlons vrai, vous le faites avec nous. On revient dans quelques instants sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, migrants à Calais, ça suffit. Et pour vous répondre, jusqu'à 19h, nous sommes avec Samuel Thomas, président de la Fédération nationale de la Maison des Potes, et Louis Viter, photojournaliste qui a couvert notamment la route des migrants et la jungle de son installation à son démantèlement. On va au standard de Sud Radio, nous parlons vrai, c'est vous qui le faites le mieux au 0826 300 300. On est avec Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir. Donc le débat est passionné et passionnant. On parle d'être humain, donc il faut de la mesure. On ne peut pas incriminer les policiers comme c'est fait, c'est minable. Et ensuite, ce qui est très choquant, comment des migrants ont des armes à feu. Je suis désolé, mais enfin, les gens ils viennent en France, être accueillis en France, et ils ont des armes à feu. C'est inadmissible. C'est proprement inadmissible. Donc les gens, ils parlent d'accueil indigne, ils parlent de beaucoup de choses, mais en fait, ce fait-là est quand même très très gênant. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Voilà. On va poser la question à Samuel Thomas et Louis Viter. Comment ça se fait, effectivement, Philippe, que ces gens-là aient des armes à feu? Louis Viter, comment est-ce qu'on peut avoir des armes à feu? Parce que, excusez-moi, expliquer l'Afghanistan, c'est quand même un pays pour le moins sensible. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qui est en guerre depuis des années. Et imaginons que ce soit un proche d'Al-Qaïda ou de Daesh qui ait eu une arme à feu, ça aurait peut-être fait beaucoup de dégâts et beaucoup plus de dégâts. Alors personnellement, je pense que comme sur la jungle à Calais, comme dans toute ville ou comme dans toute partie de la société, il y a des gens qui peuvent être amenés à faire et à être des gens pas forcément gentils, quoi. Par exemple, les passeurs. Oui, les passeurs sont sûrement armés, sont des réseaux qui font de l'argent. Beaucoup d'argent en traitant les gens d'une manière... Les passeurs sont eux-mêmes des migrants ou des réfugiés entre guillemets. Ce sont des personnes qui sont en situation officiellement, je dis bien officiellement, avec de gros guillemets, illégales sur le territoire français. Je sais pas, je connais pas les chiffres, ni je ne connais pas personnellement. Je pose la question, passeurs, mais des passeurs, il peut y avoir des Calaisiens qui sont passeurs comme des Afghans qui sont passeurs, quoi. Donc c'est une situation assez compliquée. Donc les armes, je sais pas comment elles ont pu arriver sur place, si tant est qu'elles soient déjà amenées ou qu'elles soient déjà sur place, tout simplement. Elles peuvent avoir été achetées aussi dans le Nord. On l'a vu. Les armes, par exemple, qui ont servi à Mehdi Koulibaly viennent d'un réseau de trafic d'armes du Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Samuel Thomas, vous êtes président de la Fédération nationale de la Maison des Potes. Vous avez entendu Paul du Lot-et-Garonne. Il dit, comment est-ce qu'on peut avoir des armes à feu comme ça en France ? Malheureusement, les systèmes de sécurité contre les armes à feu ne sont pas, on va dire, 100% efficaces, puisque c'est pas que là qu'il y a des armes à feu, il y en a ailleurs aussi. Donc voilà, c'est un drame d'avoir recours à la violence et d'avoir recours aux armes. Maintenant, dans un milieu qui est justement de gens qu'on pourchasse, qu'on ne gère pas d'un point de vue humain, on peut pas s'étonner que les gens dans ces milieux-là ne soient pas contrôlés ou palpés ou je sais pas quoi, étant donné qu'on passe notre temps à les chasser, etc., au lieu d'en envoyer justement des associations, des humanitaires, etc., voir ce qui se passe et avoir des signalements, embaucher des gens qui parlent la langue et qui vont pouvoir aider. On a un devoir d'aider. Vous savez, vous disiez les gens sont excédés d'avoir 5000 personnes qui sont dans une zone, etc. Avec la Maison des Potes, on a été à Bari, dans le sud de l'Italie, voir comment les gens accueillaient les migrants là-bas. Là-bas, c'est des dizaines de milliers, c'est des centaines de milliers de personnes qui arrivent dans le sud de l'Italie et les associations humanitaires
ont essayé de faire en sorte que les centres d'accueil diurnes, c'est-à-dire de jour pour les SDF, soient mixtes et qu'il y ait vraiment une grande solidarité. On a été dans un centre d'accueil pour SDF, on a eu le débat sur les relations tendues qui pouvaient exister avec les migrants, mais il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait par les autorités et on veille à ce que ça se passe le mieux possible. On ne peut pas s'étonner que ça se passe mal si on ne fait rien, si on ne fait pas les choses comme il faut. Et je tiens quand même à souligner que simplement expliquer à la population ce que vivent les Érythréens. Qu'est-ce que ça veut dire que vivre dans un pays où, quand on a 18 ans, on vous recrute dans l'armée, on vous fait faire le service national illimité, dans lesquels il y a beaucoup de prisonniers d'opinion, dans lesquels il y a énormément de milices qui commettent des assassinats et qui ne sont jamais poursuivis. Et on peut comprendre pourquoi des jeunes adolescents fuient l'Érythrée. C'est un pays dans lequel personne n'a envie de risquer sa vie ou d'être dans une obligation de tuer en portant les armes. Donc, il faut expliquer aux gens quel est le sort de cette population, pourquoi il faut lui venir en aide, pourquoi il faut l'accueillir. Mais si on ne fait pas ce travail-là, bien sûr que les gens vont être énervés en disant « mais qu'est-ce qu'il vient faire ici chez moi ?» Mais dès lors qu'on a compris qui il était, qu'on va à sa rencontre, on est beaucoup moins hostile. On retourne au standard au 0826 300 300. Pierre nous appelle de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Je crois que je voudrais aborder le sujet non pas sur la forme, c'est-à-dire l'accueil du migrant, mais sur le fond. Imaginons, vous êtes donc persécuté, on vous accueille dans un pays, mais vous, par contre, vous souhaitez choisir le pays où vous souhaitez aller. Mais franchement, soyons clairs, où vous êtes vraiment persécuté et vous acceptez le pays qui vous accueille, point à la ligne, mais vous restez en France parce que quand même tous les Calaisiens, tous les migrants de Calais, ils avaient été répartis à un moment donné en France. Ils n'ont pas accepté de rester dans les centres d'accueil parce qu'ils voulaient aller en Angleterre. Mais qu'en est-il réellement ? Est-ce qu'ils sont vraiment persécutés ? Pourquoi veulent-ils systématiquement aller en Angleterre ? Je crois que si vraiment, c'est parce que forcément, c'est des migrants économiques et non pas des migrants persécutés. Et c'est là le véritable problème, à mon sens. C'est que derrière, on oublie de dire le problème réel de ces migrants, ce ne sont pas des migrants persécutés, la preuve en est, en plus ils ont des armes, ce sont des gens qui veulent forcément peut-être gagner leur vie, essayer de, forcément, de trouver un pays qui les accueille de façon meilleure, mais en aucun cas, il faut arrêter de dire que ce sont des gens persécutés. Alors, merci beaucoup Pierre de Toulouse. On va faire réagir Louis Viter. Il n'y a pas que des réfugiés politiques ou des réfugiés de guerre. Il y a beaucoup de réfugiés économiques aussi. En l'occurrence, on parle de quelle nationalité ? Il y a des Pakistanais. Le Pakistan, tout le Pakistan n'est pas en zone de guerre. Tout le Pakistan n'est pas en zone de guerre, mais le Pakistan reste quand même une zone où il ne fait pas forcément bon vivre pour mais quelqu'un oui, mais alors, le Pakistan, c'est un pays où il y a des élections, c'est un pays démocratique. Alors, on peut critiquer la démocratie pakistanaise, soit dit en passant, mais c'est pas un pays en guerre, c'est pas un pays... Alors, si officiellement, le Pakistan est en guerre contre l'Inde. Hein. Mais juste, je tiens à le préciser parce que c'est une réalité. Philippe David, le Pakistan... Il y a 30 ans, on était encore en guerre contre l'Allemagne, parce qu'on a signé le traité de paix qu'après la réunification. Mais vous voyez, vous voyez, ça traîne, tout ça. Oui. Non, vraiment, je vous invite Pierre à vous pencher sur ces pays comme l'Érythrée, le Soudan et l'Afghanistan, dont on parle là, par exemple, dans cette RIX, on parle de ces pays-là. Donc non, c'est pas des pays où il fait bon vivre, c'est pas des pays où juste ils se disent bon, on va partir parce qu'en France c'est quand même plus sympa de bosser. Genre, il faut aussi prendre un peu de recul sur leur situation et voir que pour beaucoup, cette fuite vers l'Europe est nécessaire. Et pour vous, vous avez entendu Pierre de Toulouse, Samuel Thomas, président de la Fédération nationale de la Maison des Potes, il dit il n'y a pas que des réfugiés politiques ou de guerre, il y a aussi des réfugiés économiques. C'est vrai que le Pakistan... il n'y a pas que le Pakistan, d'ailleurs. Il dit beaucoup de choses qui sont à contester. Il dit par exemple qu'on ne voit pas pourquoi ces gens ne restent pas dans le pays qui veut bien les accueillir. Bon, mais justement, il n'y a pas de pays qui veuille bien les accueillir. Il y a surtout des pays qui disent mais c'est pas à moi de l'accueillir. En l'occurrence, les gens vont surtout là où ils savent qu'ils vont pouvoir avoir un réseau familial de solidarité qui va leur permettre de mieux s'intégrer. Et tous les rapports ont prouvé que quand vous vous rapprochez d'un réseau familial de solidarité, votre intégration, elle est bien meilleure. Alors, on va quand même pas contester tous ces rapports et on va pas considérer que non, il faut isoler les gens, les mettre loin de leur famille. S'il y a des gens qui ont de la famille qui va leur permettre de mieux s'intégrer, parce que la famille
famille est déjà sur place depuis longtemps, parce qu'elle connaît bien la société, parce qu'elle va leur apporter tout le réconfort humain aussi, affectif, qu'il faut quand on doit se reconstruire après avoir subi des persécutions. J'entends beaucoup d'inhumanité de la part de ces auditeurs qui ne se mettent même pas dans la peau des gens qui ont souffert, qui osent mépriser la souffrance des gens qui ont traversé je ne sais combien de pays pour arriver jusqu'ici, et puis d'oser dire « Ouais, mais ces gens-là, pourquoi ils viennent chez nous ? Et en fait, c'est juste pour nous piquer notre argent. » Mais il faut arrêter un petit peu d'avoir un comportement inhumain comme ça. Non, mais il y a quand même des règles pour entrer dans un pays. On doit avoir un visa, on doit avoir un passeport, il y a des etc. règles qui ont valu à la France et au général de Gaulle d'avoir l'asile politique quand il a dû fuir la France. Il y a des règles qui s'appliquent à la France comme à tous les pays du monde. Et il faut savoir que la France accueille presque rien par rapport à ce que d'autres pays accueillent. Quand il y a 1 million de réfugiés au Liban, alors qu'au Liban, il y a 10 fois moins d'habitants qu'en France, bon, vous vous rendez compte quand même que la France, son effort pour accueillir des victimes de guerre, il est quand même limité. Samuel Thomas, on a beaucoup d'appels au 0826 300 300. On est en ligne avec Philippe de Libourne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Donc Philippe, vous êtes un peu éteint ce soir, c'est dommage parce que... Ah non, je suis pas éteint, non, mais le débat est passionné. Voilà. Alors, donc ce que je voudrais dire, c'est que, en réalité, c'est marrant, mais on est dans un pays qui a donc 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Les services publics sont exsangues. Il n'y a plus de couches dans les EHPAD, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget nulle part. Les gardiens de prison, on les paye au lance-pierre. Tous les services publics se ferment dans les villages au fur et à mesure. Et on voudrait des associations là qui voudraient nous faire passer pour des mauvais Français, vraiment des gens sans cœur. Mais en fait, c'est eux qui sont sans cœur. Parce que faire croire à des gens qu'il y a un Eldorado en France en 2018, c'est inhumain. C'est les jeter contre un mur au lieu de les aider chez eux, de les envoyer chez eux avec une aide là-bas, correcte, machin. Là, non, on leur dit, oh, mais oui, il y a 85... Attendez, je voudrais rappeler... Non, mais je voulais rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. 85% des demandeurs d'asile sont des migrants économiques. Donc, il faut arrêter de raconter des bêtises. Voilà. Mais merci beaucoup Philippe. Alors Philippe, il a dit des mots qui sont les mots de Gérard Collomb, en fait, le ministre de l'Intérieur. Il a parlé de mur et de mirage en parlant de Calais. Moi, j'entends Philippe. C'est vrai, en France, il y a 6 millions de chômeurs. Donc déjà, du travail, on n'en a pas. Il y a 9 millions de pauvres. Qu'est-ce qu'on fait avec 6 millions de chômeurs ? On leur donne du travail qu'on n'a pas, Louis Viter ? Je sais pas, moi je pense que on va dire que c'est bien beau et que c'est des mots, etc. Mais je pense que la solidarité est vachement importante. Je pense que quand des pays sont en guerre, on doit dire d'accord, l'effort est commun. Il y a beaucoup de pays en guerre dans le monde. Oui, mais et tous ne veulent pas venir en France. Nos portes ne doivent pas se fermer comme les portes de l'Europe et les portes du monde se ferment en ce moment, car ce nombre-là n'est pas énorme. Et on peut accueillir, on peut faire en sorte que ces gens, on ne leur promet pas la Lune, ni même un Eldorado. Jamais j'ai lu ça, ni de la part des associations. Mais c'est Gérard Collomb qui a dit il faut arrêter. Calais, c'est un mur, c'est un mirage. Parce qu'on n'a rien à offrir. Mais c'est pas vrai qu'on n'a rien à offrir, c'est juste qu'on est mal organisé. Ça, c'est 0,36% de la population française, les migrants. Hein, donc c'est dérisoire, 0,36%. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire qu'avec 0,36% de population en plus, on n'y arriverait pas ? Je suis désolé, 0,36%, c'est dérisoire. C'est pas comme si on vous disait qu'il y avait d'un seul coup l'équivalent de 10 ou 30% de la population qui arrivait. En l'occurrence, accueillir ces gens-là, c'est juste une histoire d'organisation. Et quand on persécute les gens au lieu de les accueillir, on a des drames. Mais si on les accueille correctement, vous savez, l'Allemagne, qui est un pays fédéral, a imposé à toutes les communes de son pays d'avoir des centres d'accueil et d'avoir des centres d'hébergement. Vous avez vu le résultat de Mme Merkel aux dernières élections ? Excellent. Donc, excellent, elle est toujours au pouvoir. François Hollande n'y est plus. Donc elle est au pouvoir, non, elle n'a pas de majorité. Elle est toujours au pouvoir. François Hollande n'y est plus. Entre-temps, qui faisait pas de Elle est toujours au pouvoir. François Hollande n'y est plus. Elle a accueilli 80 fois plus de migrants que François Hollande. Et en l'occurrence, pour vous dire les Allemands sont pas contents. Ils ont accueilli. Les Allemands sont contents. Ils l'ont réélu. Ils ont accueilli. Non, ils l'ont pas réélu. Et en ils l'ont réélu. Ils ont accueilli 800 000 migrants. Populiste qui est monté à 12% des voix d'un coup. Il est monté, mais ça reste moins de 25% en France, 25% d'extrême droite en France, 12% là-bas. Et pourtant, en France, on a accueilli 80 fois moins de migrants, 8 fois moins ou 80 fois moins de migrants qu'eux. Donc, c'est une histoire de capacité d'accueil, d'organisation de l'accueil. Et puis, par ailleurs, on a des aides internationales quand on accueille des gens. Vous savez, c'est pas uniquement sur les impôts des Français que se fait la prise en charge des demandeurs d'asile. Il y a des fonds internationaux qui sont donnés aux pays qui accueillent les demandeurs d'asile, comme à l'Europe aussi, vient en aide aux pays qui font le plus d'efforts, etc. Donc, il y a aussi une chose qu'il faut intégrer, c'est que les consommateurs augmentent le chiffre d'affaires des entreprises, augmentent le chiffre d'affaires
d'affaires de la France. Quand on est un pays qui a 100 000 ou 200 000 consommateurs en plus, c'est un pays qui va avoir un chiffre d'affaires qui va augmenter. Parce qu'il ne faut pas considérer tout le temps que ce sont des gens qui coûtent, ce sont des gens qui achètent et qui dépensent. Et quand vous voyez dans certaines régions de France, on avait décidé de renvoyer les étrangers chez eux, d'un seul coup, les supermarchés avaient faillite. Bon, parce que on oublie que avant d'être quelqu'un qui va bénéficier d'une aide ou d'une allocation, c'est quelqu'un qui consomme dans notre pays. On a un tweet de Danton, enfin pas le révolutionnaire, c'est un pseudo manifestement. Oui, effectivement, un tweet de Danton que je vais retrouver tout de suite, évidemment. Oui, il s'agit des migrants, dit-il, de la Grande-Bretagne qui s'est acheté une bonne conscience et la tranquillité avec 50 millions d'euros et quelques flatteries pour mieux berner. Nous les laissons, donc nous les migrants sur les bras. Du coup, l'image de la France est critiquée, il y a des violences, des dégâts et les riverains sont sous pression, nous dit Danton. Est-ce qu'il y a les accords du Touquet qui datent d'il y a quelques années maintenant? Est-ce que ce serait pas mieux finalement de supprimer les accords du Touquet et de dire aux Anglais, ils veulent aller en Grande-Bretagne, on les laisse passer et débrouillez-vous? Louis Viter. Après tout, s'ils veulent aller en Grande-Bretagne, c'est pas le problème des gens du Calaisis. Tout ce que je sais, c'est qu'à Calais, oui, beaucoup veulent passer en Angleterre, parce qu'on en parlait tout à l'heure, beaucoup ont de la famille en Angleterre. Donc, ils veulent juste passer. Donc, les moyens qui sont mis dans les barrières, dans le nombre de... par exemple, une image, quand on arrive de nuit à Calais, sur l'autoroute, on voit de loin, mais des dizaines et des dizaines de gyrophares de police, de lampes torches dans les buissons, etc. Et ça fait vraiment une ville fermée, assiégée, et c'est assez... Donc si tous ces moyens-là étaient mis à l'accueil ou au passage, ce serait déjà plus facile. On n'a plus beaucoup de temps, Samuel Oui, Thomas. Il y a si on supprimait les ferries, accords du Touquet et qu'on voulait aller en Angleterre, allez-y. Il y a une dizaine de ferries qui traversent tous les jours de Calais à l'Angleterre. Un certain nombre de ferries, on laisse passer les migrants parce qu'on sait que de toute façon, il y a des possibilités pour eux de transiter, d'arriver là-bas. L'Angleterre doit les accueillir. C'est pas un problème aussi pour ce pays. C'est pas un pays qui est saturé. Merci beaucoup Samuel Thomas, président de la Fédération nationale de la Maison des Potes. Merci beaucoup Louis Viter, photojournaliste. Verdict Pierre Maël. 93% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous quand vous dites que ça suffit avec les migrants à Calais. Et maintenant, pour prenez la parole, comme tous les vendredis, on va parler sport. Le tournoi Destination, ça commence demain. Et bon, on va parler rugby. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Restez bien avec nous sur Sud Radio.